Pour éclaircir mon histoire, je vais vous raconter un peu ce qu'on a vécu. Le premier piège paraissait simple et normal. Il paraissait même pas si dangereux que ça. Mais le premier piège était plus terrible que tous les autres. Le premier piège, c'était une salle vide, entièrement carrelée de carrelage noir, sur les côtés, sur les murs, à gauche, à droite, dans les coins, par terre, au-dessus de nous. Elle était entièrement carrelée. Sur les côtés, il y avait des tuyaux qui dépassaient, des tuyaux en verre, en métal. Des tuyaux en métal qui dépassaient sur les côtés, des tuyaux en verre pour certains autres côtés, certains murs. Quand on est arrivé dans cette salle, tout nous paraissait normal. Mais à partir du moment où nous sommes restés plus d'une minute dans cette salle, un écran a commencé à s'allumer. Cet écran qui a commencé à s'allumer, on l'a regardé. On a vu cet homme avec un masque. Ce masque qui lui couvrait la bouche. Ce masque avec des yeux dessinés, à travers lesquels on ne pouvait pas percevoir les siens. Ce couteau qu'il tenait en main, et on l'a vu installer la caméra, face à l'écran. Comme s'il savait qu'on regardait l'écran, comme s'il savait qu'on était déjà en train de jouer, qu'on était déjà dans la partie. Il a installé la caméra, et à chaque écran qu'on pouvait voir, il nous racontait ce qu'il nous faisait. À chaque écran qu'on pouvait voir, il nous racontait ce qu'il nous faisait, ce qu'il allait nous faire, ou ce qu'il allait faire à la personne qu'on était censé sauver. Chose qu'on a compris quand on a entendu hurler dans l'hôtel. Chose qu'on a compris quand on a entendu hurler dans l'hôtel. Dans l'hôtel, quand on a entendu un cri, ce cri venait du dernier étage. J'en suis persuadé. Il nous racontait à travers cet écran et à travers cette caméra. Si je me souviens bien du modèle, c'était une caméra avec son. Il nous entendait, pouvait savoir ce qu'on disait, et il nous voyait. À travers l'écran, il remettait la caméra en place. Il avait été déposer son couteau sur une table. Il était revenu avec son masque qui lui couvrait la bouche, ses yeux noirs dessinés au fin marqueur. Au fin marqueur noir, il s'était dessiné des yeux terrifiants, des yeux terrifiants qui étaient plats, cyniques, et qui montraient de la violence et de la haine. Il s'était dessiné des yeux sur son masque qu'il avait mis bien évidemment, à travers lesquels on ne pouvait pas apercevoir ses yeux, ni même sa bouche et son nez. Il nous regardait et il nous a ensuite dit « Le piège sur lequel vous vous apprêtez à jouer est un piège dans lequel vous avez l'impression d'être en sécurité. Seulement, à partir de 30 minutes, si vous ne trouvez pas une porte de sortie ou un moyen de l'ouvrir, la porte se refermera derrière vous, se barricadera devant vous, vous resterez enfermé et le couloir que vous deviez traverser se fermera. Vous avez 1 minute pour traverser le couloir, avant que l'oxygène ne disparaisse complètement. On a eu 1 minute pour traverser un couloir qui faisait 11 mètres. Un couloir qui faisait 11 mètres qu'on a dû traverser, sans oxygène, en apnée. C'est ensuite qu'une porte s'est ouverte, après avoir trouvé un indice, après avoir trouvé comment on pouvait sortir de là. La deuxième porte menait vers une chambre. Cette chambre paraissait simple à première vue. Des rideaux, une fenêtre qui avait été barricadée, une table de nuit, une lampe qui ne fonctionnait plus, des draps, du sang sur les murs, ce qui ne paraissait pas très commun, mais bon, cela restait une chambre d'hôtel abandonnée. Il y avait du sang sur les murs, mais cependant, le jeu n'avait toujours pas commencé.
Un nouvel écran s'est alors mis en marche. Un nouvel écran s'est alors mis en marche, s'est allumé devant nous, et il est une nouvelle fois apparu, nous a expliqué les règles, et on a dû jouer. Il nous a expliqué les règles, il nous a dit, vous avez 3 interrupteurs, vous avez 3 fusils pointés sur vous. L'un ouvre la porte, l'autre décharge les fusils, le second enclenche les fusils et tire sur la gâchette. Appuyez sur le bon et vous sortirez vivant. Sur ces 3 interrupteurs qui étaient identiques l'un à l'autre, on a dû trouver un moyen de pouvoir appuyer sur les 3. On s'est alors mis hors de portée de l'angle de tir des fusils. On a pris un bâton, un vieux bâton qu'on avait trouvé par terre. On a calculé la distance qu'il avait entre le mur et entre nous. On s'est mis de manière à ce qu'on puisse être hors de portée de l'angle de tir des fusils. Contre le mur, on a pris le bâton. On a appuyé sur le premier qui a enclenché les 3 tirs. On a appuyé sur le deuxième qui a déchargé les fusils. Et on a appuyé sur le troisième qui a ouvert la porte. Il était toujours en train de nous observer, on sentait que cette télé qui était allumée derrière nous, qui s'éteignait au fur et à mesure qu'on avançait, on sentait qu'il était toujours en train de nous observer quelque part, même si la télé s'était éteinte. On sentait qu'il nous observait. La seconde pièce était une pièce vide, bizarrement. Encore une fois, la télé s'est allumée. Il nous a montré l'homme sur lequel il était en train de brûler un pentagramme et de scarifier une étoile satanique, la pointe vers le bas. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est alors qu'il a retourné son arme vers l'écran, nous a regardé et nous a dit encore une fois, vous vous sentez en sécurité dans une salle vide. Seulement, l'intérêt de ce jeu est de pouvoir marcher là où il faut marcher. C'était une pièce vide, encore faite de carrelage et de murs ensanglantés sur les côtés. On a marché, mais seulement on a compris peu de temps après que sous les carrelages, une pression pouvait se faire. Si une pression se faisait à un certain niveau, à un certain poids sur les carrelages, le carrelage éclatait et un piège à loup nous prenait entre les deux griffes, le tibia. On était prisonniers. On ne savait pas quoi faire. La télé s'est réallumée après avoir expliqué les règles et un plan est apparu. Chaque carrelage avait une différence de nuances de couleur. Très peu estompé. C'était estompé mais très peu. Le but était en fait de regarder les nuances de couleur. C'était un but et un jeu d'équilibre. Fallait regarder les nuances de couleur, marcher, avancer, marcher sur celle qui était grise un peu plus claire, mais très peu nuancée. On a continué à avancer et on a trouvé cette pièce avec un piano, ce couloir avec des pièces, avec des portes. Ce couloir avec des portes, avec des pièces qui se trouvaient derrière. 62 portes, un couloir de 11 km, 62 portes et un piano, 62 touches, si on en compte les touches noires. Des hommes déguisés en costume 3 pièces, avec des couteaux et des armes à la main, sortaient de part et d'autre des 2 côtés du couloir au fond. Le couloir au fond, de part et d'autre des 2 côtés, sortaient des hommes en costume 3 pièces, le visage recouvert d'une cagoule. On ne pouvait pas apercevoir leurs yeux, ni même leur visage, leur bouche ou encore moins leur nez.
C'est alors que ces hommes avançaient vers nous. Recouverts d'une cagoule, on ne pouvait pas apercevoir qui c'était. On ne pouvait pas apercevoir leur visage, ils avançaient tout simplement dans la direction qui leur avait été donnée. Ils avançaient dans la direction qui leur avait été donnée. Des couteaux, des machettes, des cisailles à la main, ils avançaient vers nous. Il fallait jouer une symphonie au piano, ou alors trouver la bonne touche pour pouvoir allumer la bonne porte. Le bon interrupteur qui allumerait la porte éclairerait un panneau exit, la porte s'ouvrirait, se déverrouillerait et on pouvait sortir indemne. Seulement, on a mis un certain laps de temps à trouver la bonne symphonie. Et c'est par pur hasard que la chance a été avec nous. C'est par pur hasard, ou par pure panique, que la chance nous est tombée dessus. La chance était avec nous à cette épreuve. La chance était avec nous. D'un geste de panique, d'effroi et de peur, j'ai appuyé sur n'importe quelle touche du piano. Une lumière d'un panneau exit rouge, un panneau exit, un panneau sortie, qui indiquait la sortie, s'est alors éclairé. Un panneau sortie sur lequel il était écrit exit en blanc, sur une lumière rouge, s'est alors allumé au-dessus d'une porte. La porte s'est déverrouillée, s'est ouverte, et on a couru à travers les personnes qui tenaient des machettes, des cisailles, des ciseaux, ou encore des armes pointues et tranchantes, telles que des couteaux. On a couru à travers ces personnes qui essayaient de nous menacer avec des cisailles, des ciseaux, des lames tranchantes, des machettes ou encore des couteaux. On a couru à travers eux. On a subi quelques lacérations sur les bras, sur les côtes, sur les jambes, mais on a réussi à s'en sortir indemne. Le piège suivant n'était qu'autre qu'une salle de bain. Une salle de bain abandonnée, à travers lesquelles des fils et des câbles électriques qui ne sont pas isolés ont été tirés. Il y avait un robinet qui avait l'air abandonné. Une nouvelle fois, la télévision s'est allumée. On était effrayé à l'idée de savoir ce que cette salle de bain pouvait nous réserver. On a donc vu que les câbles sur lesquels les murs étaient en train de se rapprocher, les murs qui étaient en train de se rapprocher de nous, une impression de stress et de panique qui se crée mentalement dans le cerveau lorsque le corps humain subit trop de chocs émotionnels. On a l'impression que les murs se rapprochent de nous, ce qui était une réflexion émotionnelle par rapport au stress et à la peur qui nous était déclenchée. Les câbles qui étaient tirés de part et d'autre des murs n'étaient pas protégés. Ils n'étaient pas protégés, c'étaient de simples câbles électriques. Lorsque j'ai essayé de mettre ma main sur un des câbles électriques, afin de voir ou de pouvoir en conclure qu'ils étaient protégés, oui ou non, j'ai vu que le robinet s'est mis en route à la décharge électrique que ma main a pris. La décharge électrique qu'a pris ma main, qu'a pris tout mon corps, a déclenché un mécanisme qui a fait en sorte que l'évier, le robinet sur lequel il y avait de l'eau qui ne coulait pas encore, s'est enclenché. Et à toute vitesse, on a vu l'évier, le robinet, faire couler de l'eau. On est resté là pendant 1 heure, une demi-heure, jusqu'à ce que le sol soit entièrement regorgé d'eau. Le sol était entièrement regorgé d'eau. La télé s'est alors éteinte, puis s'est réallumée un peu plus tard. Elle s'est réallumée un peu plus tard et le tueur est apparu. Une nouvelle fois avec son masque terrifiant, il nous a dit « Dans cette salle de bain, le sol va se remplir, se remplir, se remplir, encore et encore, jusqu'à atteindre un certain sommet dans un certain laps de temps. L'eau allait atteindre une certaine hauteur, un certain sommet, dans un certain laps de temps. Il nous fallait sortir en évitant les câbles électriques. Sinon, c'était la mort fatale et la mort assurée. La porte s'est alors ouverte quand on a réussi à atteindre le second côté et la seconde paroi du couloir de la salle de bain.
La salle de bain était assez profonde en profondeur. En profondeur, la salle de bain était assez profonde, assez grande. Lorsqu'on a atteint l'autre bout, la porte s'est ouverte. Le mécanisme de défense des câbles électriques s'est éteint. Le courant électrique qui passait à travers les câbles n'était plus là. Lorsqu'on est passé à travers la porte, on est arrivé dans une salle vide. Une deuxième salle vide, une seconde salle vide, à travers lesquelles il n'y avait qu'une seule chaise. On a regardé cette chaise, on s'est assis dessus, et un écran nous est apparu. On s'est assis dessus et un écran nous est apparu. Un écran nous est apparu et nous a donc donné les infos. Ce n'était pas un piège, c'était un avertissement. On s'est assis, j'étais sur la chaise, et mon ami, Charlie, était par terre. Moi, Gabriel, j'étais sur la chaise. Mon ami Charlie était par terre. C'était un avertissement. La télé est réapparue. Le tueur a donc montré la personne qu'il scarifiait ou auquel il faisait du mal. Et il nous a donc dit: cette personne respire actuellement un gaz très toxique. Dans un certain laps de temps, si vous ne trouvez pas un moyen de sortir de cette trappe, de ce piège, si vous ne trouvez pas un moyen d'ouvrir la porte qui se trouve juste en face de vous, de la déverrouiller et de sortir, la personne que vous voyez juste en face de vous respire un gaz toxique qui rongera l'intérieur de ses organes, l'intérieur de ses os. Ces organes ne deviendront plus que liquides, elles se mettront à pourrir. Ensuite, après qu'elles se mettent à pourrir, elles ne deviendront plus que liquides. Du pus s'installera dans ses veines. Un liquide blanc va entièrement joncher les parois de ces tissus musculaires. Ces veines, ces tissus musculaires et ce liquide blanc ainsi que ces organes vont se liquidifier, vont commencer à pourrir intérieurement, ainsi que son bras, sa clavicule, son omoplate, puis ça s'étendra dans son dos, dans son corps et dans ses jambes. Cette personne ne sera à la minute où vous ne seriez toujours pas sorti de cet endroit, à la personne qui est donc accrochée là, à la minute où vous ne sortiriez pas de cet endroit, ou si vous refusez de faire l'épreuve, à la minute où vous ne sortiriez pas, cette personne ne sera plus que liquide, pourriture et humidité. Toute l'eau de son corps se sera déjà évaporée à l'instant même où vous aurez trouvé une solution. Elle ne sera plus que pourriture liquide et cadavérique. Je n'aurai plus qu'à la découper, la trancher et la mettre dans une boîte. C'était un avertissement, c'était bien l'avertissement le plus terrifiant au monde que j'ai pu voir de ma vie. C'était bien l'avertissement le plus terrifiant au monde. J'ai vu que cette personne allait devenir du liquide rien qu'à cause du gaz toxique qu'elle respirait. Il se pouvait très bien que si l'on sortait de là, on arrivait en fait dans l'endroit dans lequel il se trouvait. Il se pouvait bien que la porte qu'il y avait derrière lui, que l'on voyait sur la vidéo, était la porte derrière laquelle on était. Il se pouvait bien que la personne qu'on pouvait sauver se trouvait derrière la porte de la chambre dans laquelle on était. On a pertinemment essayé d'enfoncer la porte ou de défoncer la poignée avec la chaise qui se trouvait par terre. Mais cela était impossible car la chaise était vissée et accrochée au sol. On a pertinemment essayé de trouver n'importe quel outil. On a essayé avec une disqueuse, on a essayé avec une clé à molette, on a essayé avec un pied de biche de défaire la chaise du sol. Aucune chance de pouvoir la défaire. Mais j'étais sûr et certain, je savais que les cris que j'entendais venaient de derrière la porte qui avait juste en face de nous. Cette porte verrouillée qu'on devait déverrouiller afin de pouvoir sortir et afin de pouvoir le sortir de là. Je savais pertinemment que les cris que j'entendais venaient de cette porte, qu'il fallait déverrouiller. Je savais pertinemment qu'elle venait de là. Pertinemment que ces cris se trouvaient derrière, et que nous nous trouvions derrière la personne que nous devions sauver.
Seulement l'avertissement était si terrifiant qu'une crise de tétanie nous a pris en otage.